Il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour son journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. Benjamin Fondan, poète et essayiste roumain, immigré à Paris, écrivait en 1936 un livre de philosophie existentielle. Déporté et mort à Auschwitz, il a été longtemps oublié par la culture française. Olivier Salazar-Ferrer lui redonne toute sa place dans la philosophie des années 30. Le livre qu'il édite et présente s'appelle « La conscience malheureuse » et il paraît chez Verdier. Olivier Salazar-Ferrer, bonjour. Bonjour François. Vous êtes professeur à Glasgow, l'université. Qui est Benjamin Fondan ? Alors, Benjamin Fondan est né en 98, il meurt à Auschwitz-Birkenau en 44. Il est avant tout un poète. Et c'est en tant que poète qu'il va se convertir à la philosophie à la fin des années 20, disons 29, suivant la révolte existentielle de son maître Léon Chestov. Il est un poète, mais il n'est pas simplement un poète, il est également un dramaturge avec des pièces de théâtre, le Festin de Balthazar. Il est l'auteur du Mal des fantômes, l'ensemble de ses poèmes. Il est également un essayiste, il s'intéresse à l'esthétique, le Faux traité d'esthétique en 1938, et il écrit ce volume, donc, La conscience malheureuse, qui est publié en 1936 chez De Noël. Alors vous avez ajouté un nom, Chestov, qu'on connaît un petit peu mieux à travers Camus notamment, mais quand même. Alors pourquoi cette influence ? Quelle est-elle, notamment sur la conscience malheureuse qu'on associe plutôt à Hegel d'habitude ? Oui, alors il faut éviter immédiatement un contresens puisque la conscience malheureuse fondanienne n'est pas hegelienne. Elle est orientée contre la raison dans l'histoire hegelienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette conscience malheureuse ? Alors, la conscience malheureuse, avant tout, c'est une conscience qui se dresse contre un totalitarisme de la raison. Fondan cherche, comme Chestov, à déconstruire les rationalismes philosophiques, cartésiens, kantiens, husserliens, et à s'inscrire dans les marges de la philosophie, dans une zone frontalière. Et avant tout, c'est un projet qui est un véritable défi à la raison. Exactement comme Chestov, mais Fondan va élargir en quelque sorte le champ d'application de la philosophie chestovienne, et on peut dire qu'il y a un défi aux limites même de la raison, imposée par la raison. Oui. Vous évoquez, à travers Fondan, la tragédie métaphysique de l'Occident qui s'est enfermée dans la finitude, dans la raison positiviste et scientifique. Absolument. Alors, est-ce au nom d'une approche existentielle, un peu à la manière de Kierkegaard ? Est-ce au nom d'une métaphysique d'inspiration spirituelle, d'un accès à Dieu que le logos, en quelque sorte, aurait interdit ? Alors, absolument. Fondan, d'abord, fait partie de cette génération existentielle qui s'appuie sur Pascal, sur Kierkegaard, sur Nietzsche, sur Dostoïevski, qui sont interprétés, à vrai dire, à travers la lecture chestovienne. Mais avant tout, il y a un projet prométhéen de lutte contre la finitude. La notion de limite, pour Fondan, est à vaincre, et il conçoit l'acte philosophique même, non pas comme un dogmatisme, mais comme une lutte spirituelle, avec un horizon religieux, absolument. Ça, c'est très important. Mais un horizon religieux qui ne passe pas par les religions révélées ? Alors, toute la question est là. Il ne s'agit pas de traduire une religion révélée. Fondan est en dialogue avec le judaïsme. Bien sûr, il vient du judaïsme. Il est dans la communauté roumaine judaïque. Il vient de la communauté roumaine judaïque. Mais il va proposer un judaïsme de la subversion, un judaïsme qui a été repensé de façon assez provocatrice à travers les catégories de l'analyse chestovienne.
Vous le situez dans les pensées de l'existence, mais alors là, peut-être d'inspiration chrétienne, contemporain aussi de Gabriel Marcel, d'Emmanuel Mounier et de Jacques Maritain. Et vous dites que toute cette mouvance, en quelque sorte existentielle, va vite être recouverte par l'existentialisme sartrien ou camusien. Alors voilà, c'est toute la question. Effectivement, la vogue de l'existentialisme sartrien va recouvrir comme une vague cette première génération. Donc Jean Grenier, Benjamin Fondane, Rachel Bespalov également, qui est très importante parce qu'elle est en dialogue avec Benjamin Fondane. Et on peut dire que c'est à travers Camus, paradoxalement, à travers le mythe de Sisyphe, qui attaque violemment la philosophie chestovienne, que le dialogue, peut-être souterrain, avec Fondane s'effectue au début des années 40. Néanmoins, en réalité, il existait un dialogue très soutenu avec des grands existentiels, Maritain, Jean Grenier. Alors, vous disiez que Benjamin Fondane est un poète qui se convertit à la philosophie, qui peut aussi avoir une sorte de timidité, mais en fait, il est quand même très agressif, parce que dans ses différents textes, ses chapitres, tout le monde en prend plein son grade. La phénoménologie, le marxisme, Heidegger, la psychanalyse, il est très vindicatif. Absolument, absolument. Fondane, c'est quelqu'un qui, d'abord, est extrêmement offensif, ironique. Il conçoit le rapport philosophique comme une bataille. Et c'est une conception de la philosophie qui, au lieu de construire des systèmes, organise une véritable guérilla philosophique contre Bergson, Husserl, Heidegger. Et on ne lui répondra pas beaucoup en réalité. Ceux à qui il s'adresse seront silencieux la plupart du temps. Et bien sûr, sa disparition fera en sorte qu'il n'y aura pas de réponse directe. Vous soutenez, je crois, une thèse à travers votre lecture de Fondane, celle d'un vitalisme philosophique, que, en quelque sorte, la philosophie serait pour lui, mais aussi elle peut l'être aussi pour tous, une sorte de réappropriation vitale de l'existence par l'existant. Absolument, absolument. Où l'on voit que finalement, ce n'est pas forcément une approche qui cherche à saisir des arrière-mondes, ce n'est pas une approche déréalisatrice, mais au contraire qui saisit l'existant en tant que tel. Absolument. C'est pour cela qu'il s'appuie sur la pensée de Nietzsche. Et il s'agit de combattre tous les arrière-mondes platoniciens ou néoplatoniciens pour une revalorisation de l'existant singulier, contre toutes les formes de déréalisation de l'individu, qu'elles soient sociales, historiques, que ce soit une dévalorisation liée à une idéologie, ou même simplement à une pratique généralisante du concept. Fondane, c'est quelqu'un qui construit toute son œuvre contre ce qu'il appelle le mal des fantômes, c'est-à-dire la déréalisation de l'existant. Que peut signifier lire Fondane aujourd'hui, Olivier Salazar-Ferrer ? Alors aujourd'hui, lire Fondane, avant tout, c'est lire une œuvre pluridisciplinaire, complexe, qui va s'exprimer, peut-être c'est une des rares œuvres du XXe siècle, qui s'exprime à la fois dans la poésie, le théâtre, la philosophie. Mais avant tout, c'est une défense de l'individu. On peut se rapporter à la fameuse préface en prose du mal des fantômes qui montre cette défense d'un visage humain, d'un visage de poète et de philosophe. Merci Olivier Salazar-Ferrer. Je rappelle donc l'édition de Benjamin Fondane, son livre « La conscience malheureuse » paru chez Verdier. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le télécharger sur le site de franceculture.fr.